Quartier de demain, c'est aussi un espace de réflexion sur la place du vivant dans ces quartiers politiques de la ville, qui sont souvent vus comme des espaces 100% urbains où ni la nature ni la biodiversité n'ont leur place. On va battre en brèche cette idée reçue avec mes deux invités. Jacqueline Osty, bonjour. Bonjour. Vous êtes paysagiste, urbaniste, directrice de l'agence Osty et Associés. Vous avez travaillé sur le quartier Europe Schweitzer à Colmar dans le Haut-Rhin. Merci beaucoup d'être avec nous. Et à vos côtés, Paola Vigano, bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste, cofondatrice du studio Paola Vigano, impliquée sur le projet du quartier de la Ponsonne à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. Et merci aussi d'être avec nous. Alors, les deux projets comportent justement l'un et l'autre une réflexion profonde sur le rôle du paysage et de la nature pour transformer ces quartiers. Est-ce qu'on peut dire justement un mot de l'un et de l'autre ? Peut-être Jacqueline Osty pour commencer ? Donc nous, le projet de Colmar, en fait, on est parti... ce qui semblerait une page vide, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 5 hectares, un grand espace de 5 hectares qui ressemble à un immense terrain de foot, plus grand que ça encore, vide, qui semble vide, mais c'est déjà en soi ce grand vide dans la ville, le fait qu'il ait été préservé pendant des années est une richesse en soi, et je dirais même un exemple à suivre quand on pense à densifier la ville, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc préserver ces vides, et effectivement c'était une richesse pour la ville de Colmar d'avoir ce site-là très ouvert, qui semble vide, mais néanmoins il y a tout autour tous les quartiers, avec une présence, des usages déjà en place. Donc il a fallu tourner sur ça, et puis évidemment la gageure de ce projet c'était comment faire surgir un paysage, comment construire un paysage qui soit à la fois fédérateur, qui relie... qui préserve aussi ce grand espace ouvert, cette grande ampleur, qui s'appuie sur ce sol fertile qui est déjà en place. Donc voilà, c'était comment fabriquer un paysage et comment intégrer tous les usages autour pour fédérer les quartiers tout autour et apporter des usages pour les habitants. Et justement, ces usages, je vais reformuler ma question. C'était quoi ces usages Aujourd'hui, on va dire que c'était comme c'est un grand espace ouvert. Les gens tournaient autour un peu de ce grand espace, comme s'ils avaient c'est un peu comme une salle de bal avant qu'on ouvre la danse. Et tout le monde se tient sur la périphérie. Et ceux qui l'occupent, c'est le foot, c'est des espaces. Il y avait un handball, c'était essentiellement des usages sportifs. Oui. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a des événements, une fête où ils utilisent mais c'était quand même un espace peut-être presque trop grand, difficile à investir. Paola Vigano, sur Manosque, justement, pouvez-vous nous dire un petit peu un mot de ce projet et de comment il a été pensé ? Oui, si je parle du contexte, donc on avait la chance d'avoir un rio. Donc le rio, comme vous savez, c'est juste un tout petit cours d'eau, oui, et qui est souvent saisonnier. Donc un rio normal, l'été n'existe presque pas. Mais notre rio, c'est un rio partiellement artificialisé qui reçoit donc de l'eau par les canaux quelquefois. Et donc ce fait qu'il nous a paru immédiatement une ligne de continuité possible, justement parce que c'était un rio repensé par les hommes. Et cette idée de travailler avec une nature qui est toujours une nature manipulée, une nature qui a été repensée, où l'artificiel, le naturel finalement compose des écologies qu'il faut comprendre, et de profiter même de ça comme une sorte d'oasis linéaire, que aussi quelquefois pendant l'été pourrait avoir de l'eau, c'est-à-dire un espace de fraîcheur, est une façon pour retrouver une image pour un site de sport, la plaine de sport de Manosque, de la Ponsonne, qui a disparu de l'imaginaire des habitants. Autant dans les années 60, il y avait la piscine, tout le monde connaissait ce lieu, c'était vraiment... Autant aujourd'hui, il est totalement caché, pas lisible, on ne sait pas d'où on rentre. Et donc, vraiment, ce fil de continuité permet de remettre la plaine de sport repensée à l'intérieur des lieux de la ville. On parlait de l'usage avec Jacqueline Osty juste avant. Justement, vous le disiez, cet espace s'était un petit peu perdu, on l'avait un petit peu oublié. Quel usage ils en avaient, les habitants de Manosque ? Non, mais ce n'était pas totalement perdu parce qu'on avait déjà réalisé une piste cyclable
Mais disons que les connexions entre ce petit morceau et le reste de la ville restent quand même encore à faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on pourrait vraiment joindre des usages liés au sport au sens plus traditionnel de la plaine sportive, avec tout le reste qui concerne la pratique corporelle dans l'espace. Et surtout, ce fil, à un certain moment, permet de traverser un système territorial, parce qu'il traverse les canaux, il va rejoindre un autre rio. Finalement, là, on arrive jusqu'à la Durance, c'est-à-dire on traverse des collines, on arrive jusqu'à la plaine, et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut se connecter à tout le système aussi de la Durance. L'une des questions que pose Quartiers de demain, c'est aussi comment refaire du lien entre les quartiers et la nature. C'est quoi les solutions, les pistes imaginées dans vos projets sur ce point-là, Jacqueline Osty? Comme je disais, nous on part d'une grande page blanche, c'est-à-dire qu'en fait c'était reconstituer un paysage, donc faire pousser, planter, que ça va prendre un certain temps. Je pense que le temps de la ville est plus long que le temps du paysage, mais néanmoins. Donc il fallait déjà imaginer, pour moi c'est vrai que je suis beaucoup essayer quel paysage on peut apporter. Je suis plus partie de penser paysage, et à ce que ce paysage puisse accueillir des usages et non pas faire des usages. Voilà. Donc pour moi, la notion de paysage était très importante. Je pense que la notion de contemplation est un plaisir. Donc on a beaucoup travaillé sur le changement saisonnier, les variations saisonnières comme un événement spectaculaire, ce qu'on peut avoir au Japon où tout le monde se déplace pour contempler ce paysage éphémère. Mais voilà. Donc c'était un des points de départ. Bon, après, évidemment, il y a des techniques, partir du sol, comment on récupère les eaux, d'être le plus économe et surtout bien gérer les ressources. À la fois le sol et à la fois la question de l'eau, pour pouvoir proposer un paysage. Et après, bien sûr, une fois, voilà, ça c'est comment on fait cette matière végétale qui va pousser, qui va créer de l'espace. Au fond, on crée de l'espace à partir de tous ces éléments paysagers. C'est aussi d'assurer des continuités avec les quartiers. Une rivière est un lien, et je crois beaucoup aujourd'hui à l'urbanisme, comment la nature s'infiltre dans la ville pour assurer ces continuités, pour amener d'un espace à un autre, d'un petit espace à un plus grand. On parlait de la petite rivière du Rio qui va à la rivière. Donc c'est aussi penser le paysage, pour moi, c'est assurer ces continuités. Et donc là, ce parc de 5 hectares est une occasion assez formidable. D'abord parce que dans ces grands ensembles, on a un paysage extrêmement banalisé qui est dessiné par la voiture et pour la voiture. Et au fond, aujourd'hui, on hérite d'un patrimoine végétal riche parce qu'il a été planté dans les années 70. Donc maintenant, on a un vrai patrimoine, c'est un héritage. Sauf que c'est de la voiture partout. Oui. Et l'espace, il n'y a pas d'espace pensé pour accueillir cette nature. Voilà. Donc, Paola Vigano, sur retisser ce lien, justement. Oui, c'est vraiment un travail de retissage. Les quartiers prioritaires, ils sont proches, par exemple, de cette ligne, mais ils n'ont aucune relation. Je dirais qu'on a même des relations plutôt dégradées, parce que ce sont des espaces, comme on les connaît, peu visibles, un petit peu cachés. Il y a plusieurs pratiques qui se développent. Et la solution qu'on a utilisée dans les années passées a été toujours de mettre des parkings à la place d'autres usages, non ? Mais voilà, ça, c'est vraiment pas une bonne direction. Donc, on met un petit peu d'enrobé et on met des voitures, et avec ça, on imagine. Mais finalement, la drogue, on peut la vendre aussi sur les parkings, la nuit, quand il y a moins de personnes. Donc, c'est vraiment pas une solution qui évidemment nécessite de prendre les choses avec un certain, recul. Et donc, d'un côté, on voulait reconnecter les quartiers prioritaires qui sont nombreux le long des différents rios. Donc, il y a vraiment un thème de la proximité de certains quartiers à des lieux qui ont aussi été des lieux de risque, etc. Donc, ça, c'est une histoire de justice et d'injustice environnementale qu'on connaît assez bien. Et deuxièmement, la plaine sportive qui est aujourd'hui imaginée partout comme une enclave totalement fermée, qui n'est pas traversable, qui devient un gros périmètre fermé qui contient d'autres enclaves à son intérieur. Donc la deuxième chose a été de réimaginer la relation entre l'espace des clubs, parce que la question c'est le club sportif,
et la perméabilité de l'espace public, en imaginant qu'aujourd'hui, pas en imaginant parce que ce n'est pas une imagination, ce sont des faits, la relation qu'on a avec l'espace ouvert, comment les gens veulent utiliser les différents âges, les différentes populations, on a des relations différentes avec le sport, avec le mouvement, avec le corps, et ça doit pouvoir se faire même à travers une plaine sportive. Donc cette plaine sportive fermée devient un objet qu'on peut parcourir, et on multiplie des espaces pour d'autres types de relations, disons, corporelles. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ces enjeux donc, de renaturation, de restauration des espaces naturels, ils sont particulièrement prégnants dans les quartiers populaires, que ce soit à Colmar, à Manosque, etc. etc. Je ne comprends pas la question. Les quartiers populaires ont été réalisés en général dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire ils sont liés à une vision de la ville et du paysage spécifique, celle de la ville moderne, qui était imaginée comme une ville, disons, de collage, c'est-à-dire avec un grand plan vert qui devait tout connecter, mais qui finalement n'était pas assez articulé, assez pensé. C'était juste un petit peu abstrait, une idée forte, mais très abstraite, sur laquelle on a déposé dans ce lieu. Aujourd'hui, ça montre que cet espace n'est pas souvent approprié. C'est des lieux qui restent un petit peu à côté. Et au même temps, la société demande plus des relations entre l'intérieur et l'extérieur et entre, je dirais, des pratiques différentes de celles du passé. Donc cette évolution, en même temps sociale et écologique, on est conscient du fait que l'eau a besoin de son espace, que la biodiversité a besoin de son espace. Tout ça ensemble construit finalement, je pense, l'occasion de donner, même à la ville moderne, quelque chose de différent, un espace de continuité, un espace vivant qui n'était pas pensé dans le passé. On ne réfléchissait pas en termes de circulation forcément. Ni écologiquement, on était assez quand même basique. Jacqueline aussi sur cette question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question on parle de l'espace public, alors qu'il soit plus paysager, qui accueille différents usages, qui accueille la nature. Maintenant, on donne pourquoi on donne plus de place à la nature maintenant, parce qu'elle est plus en danger. Elle est en danger, réchauffement climatique, crise. Donc, on a besoin d'elle, et du coup, on la regarde avec un peu plus de bienveillance. Il fut un temps, il y a longtemps, où on considérait la nature pure comme quelque chose de dangereux. Là, au contraire. Mais ce qui se passe dans tous ces espaces-là, c'est que ce sont des espaces qui ne sont pas qualifiés. L'espace public, s'il est qualifié, devient un lieu à vivre, à partager. Il permet la rencontre, des usages différents, des ambiances différentes. On peut être au calme, être avec les autres, festoyer, etc. Donc c'est vraiment une question de qualité. Et la qualité de l'espace public, elle passe déjà par la question de son espace qu'on lui donne, qu'on lui attribue. Souvent, on récupère des restes. Tous ces paysages, il y a eu des grands espaces, ils étaient un peu verts. La notion d'espace vert, moi, elle m'horripile parce que c'est rien, quoi. C'est comme la voirie, l'espace vert, il n'est pas qualifié. Donc donc c'est vraiment aujourd'hui comment on qualifie, quels sons on apporte. Je veux dire, aujourd'hui, on nous oppose la question des réseaux. Pour planter un arbre, c'est toute une aventure. Pour se battre contre la technicité, contre les fonctions de la ville, etc. L'un n'empêche pas l'autre, simplement de les penser. Et je pense que la nature, ça s'anticipe. On ne fait pas après, ce qui est le plus souvent le cas. Tout le monde, on fait un projet, on construit, on pense pas à tout ce qui déborde, ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour assurer les fonctions, soit d'un bâtiment, soit d'un espace de vie. Et du coup, c'est... donc qualifions l'espace public, ça veut dire lui porter une attention et de le dessiner ensuite, préserver l'espace et ensuite le dessiner de manière pensée à travers toute une transversalité. Je trouve que la difficulté du paysage dans la ville, c'est assurer cette transversalité qui commence bien avant le projet et qui se termine effectivement avec la plantation de l'arbre. Mais tout ce travail-là pour préserver la plantation de l'arbre, c'est un long chemin et qu'il faut mettre en place pour arriver à cette qualité tant souhaitée. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris le temps de venir à ce micro pour partager un petit peu cette incroyable expérience que sont les quartiers de demain. Et puis merci à la Cité de l'Architecture qui nous accueille entre ses murs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.